accompagnatrice seniors. Elle m'a confié où elle avait caché l'or des nazis. Je dis cette phrase parce qu'il faut que vous compreniez la violence du contraste. Après 30 ans à porter des toges, des dossiers, des discours mesurés, me voilà chaque matin avec une tasse de thé tiède à la main, surveillant que la couverture de Madame Pereira ne couvre pas trop ses genoux frêles. Et puis, un après-midi de printemps, la femme dont la maison avait toujours été plus propre que nos sentiments m'a regardé comme si elle me connaissait à peine et m'a raconté une histoire que je n'aurais jamais cru entendre de sa bouche. Avant d'aller plus loin, il faut que je précise une chose. Ce que je relate ici sur l'or des nazis n'est pas une affirmation historique avérée. C'est une confidence, une rumeur, peut-être un conte que cette vieille dame chérissait. Certaines scènes que je reconstitue sont romancées pour donner chair à la mémoire. Prenez ce passage comme ce qu'il était pour moi, un déclencheur, pas une preuve. J'ai grandi dans une maison où l'ordre était une religion. Ma mère, Evelina, ne laissait rien au hasard. Elle avait des listes à l'envers dans la tête, le moindre pli sur un rideau, une assiette qui brillait moins qu'une autre, un mot mal prononcé lors d'une visite familiale. Quand j'étais petite, elle corrigeait mes dessins comme on corrige un jugement, sans douceur et avec la conviction tranquille que la critique était un acte d'amour déguisé. Je me souviens encore d'un goûter d'anniversaire quand j'avais 8 ans. Elle avait invité des voisins, préparé des gâteaux, mais tout ce dont je me souviens vraiment, c'est d'elle qui penchait la tête en regardant la nappe que j'avais choisie, fronçant les sourcils comme si j'avais posé une faute irrémédiable sur le tissu du monde. Tu aurais dû mettre la nappe bleue, Louia. Tu devrais apprendre à mieux choisir. Une phrase innocente pour certains, un verdict pour moi. J'ai passé des nuits à répéter dans ma tête ce que je devais faire pour mériter moins de ces regards-là. Les années ont passé, et j'ai appris à devenir invisible et essentiel à la fois. J'ai choisi le droit parce qu'il me promettait une structure où le mérite se prouvait. Ou du moins, où l'on pouvait prétendre qu'il se prouvait. Je ne me contentais pas des louanges. Je voulais des titres qui cliquetaient sur mon CV. Mais je n'ai rien dit à ma mère de ma soif réelle. Je ne lui ai pas parlé des veillées à la bibliothèque, des nuits d'études, ni de cette sensation exquise la première fois que j'ai plaidé devant une salle qui sentait la cire et le papier. Quand la nomination est venue, juge de la famille, j'ai senti mes mains trembler et pourtant, je n'ai pas décroché le téléphone pour appeler Evelina. Elle aurait dit, je le sais encore. Enfin quelqu'un de sérieux dans la famille. Et j'aurais attendu qu'elle prononce ces mots comme un sceau d'approbation. Mais je n'ai pas voulu que sa voix devienne la mesure de ma réussite. J'ai choisi de préserver quelque chose pour moi. Une part de victoire sans témoin. Cacher la vérité fut une décision qui n'avait rien d'héroïque. C'était un mécanisme de survie. À la maison, je me présentais comme une avocate qui avait accepté un poste administratif. Elle trouvait cela suffisant. À table, elle parlait de voisins et de bouquets, et je souriais en écoutant des fragments de leur existence. Mon mari, Thomas, savait tout. Il était le gardien silencieux de mes vérités. Il me regardait avec cet équilibre tranquille qu'ont certains hommes. Pas surpris, pas ébloui, seulement reconnaissant. Nous avions une fille, Lydia, et pour elle je voulais un monde où l'approbation ne serait pas une monnaie rare. Je voulais que Lydia sache qu'elle était suffisante sans avoir à la mesurer à l'aune d'une mère sévère. La carrière a été exigeante. J'ai vu des familles se déliter comme des vieux draps. J'ai entendu des mères murmurer des prières à des enfants qui n'avaient plus la force de croire en elles. Le rôle de juge de la famille vous apprend des choses sur l'orgueil humain. Il y a toujours 2 vérités possibles, et souvent aucune n'est entièrement vraie. J'ai appris à neutraliser mes propres blessures pour plaque tectonique de ma neutralité professionnelle. J'ai pris des décisions qui ont sauvé des enfants, ordonné des visites, refusé des gardes. Chaque décision laissait un sillon profond dans ma poitrine. À l'extérieur, j'étais la magistrate appliquée, celle qui présentait des discours précis et des motifs de droit impeccables. À l'intérieur, j'étais une fille en attente d'un bien joué, qui ne venait jamais. Puis vint la fatigue. La politique interne du tribunal, les machinations, les soirées à rédiger des motifs qui n'auraient jamais assez de mots pour expliquer une vie, tout cela m'a usé. J'ai demandé ma mutation, puis j'ai pris une forme de retraite anticipée qui passait mieux quand on ne la présentait pas comme une fuite. J'avais besoin d'un travail, où l'on verrait les visages plus souvent que les dossiers. J'ai choisi d'accompagner des personnes âgées dans leur quotidien.
Aider à couper un pain de mie, écouter des histoires, tenir la main quand la mémoire s'échappe. Ce métier m'a rendu moins dur. Il m'a aussi donné quelque chose de vertueux et de dur à la fois, l'humilité d'être utile sans prestige. Et c'est dans ce deuxième acte de ma vie que la confidence est arrivée. Evelina avait vieilli. Le temps, qui est pourtant impartial, lui avait coupé l'orgueil en lambeaux. Il restait cependant chez elle une manière de tri ombrageuse, comme si elle ne pouvait se résoudre à laisser le moindre trésor intérieur au hasard. Un jour, alors que je rangeais des bocaux dans sa cuisine, elle m'a regardé par-dessus ses doigts ridés et m'a dit presque comme un jeu: « Tu sais, Luigna, il y a des choses qu'on enferme parce qu'on croit que personne ne sera capable de les garder. » Je n'ai rien répondu parce que depuis que j'étais enfant, le silence avait été l'allié qui m'épargnait des remarques. Mais plus tard, en lui apportant une compote, elle a repris: « Je sais où est l'or. Pas que je l'ai touché, je ne suis pas une voleuse, mais je sais où il a été mis pour être sûr qu'on ne le trouve jamais. C'était pour protéger, à mon avis. » Elle m'avait appelé Luigna, nom d'enfance que peu d'adultes me donnaient, un signe d'intimité que je n'avais pas entendu depuis des années. « Je ne te dis pas pour que tu ailles le chercher, » a-t-elle ajouté en souriant. « Je te le dis parce que ça me calme. » Elle parlait d'une histoire qu'elle avait appris quand elle était jeune, une rumeur familiale, un récit d'après-guerre d'une valise que des hommes avaient cachée pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Quand elle a dit un nazi, j'ai senti un frisson. Ce mot porte un poids historique que l'on n'invoque pas à la légère. Mais elle le prononçait avec la même distance qu'une vieille dame qui raconte une légende du quartier. Je me trouvais face à un choix minuscule et gigantesque à la fois: prendre cette histoire pour ce qu'elle était, une confidence intime, une anecdote qui apaise une vieille femme, ou la voir comme une clé, comme une pierre jetée dans une mare dont les ondes pourraient atteindre des rives inattendues. J'ai choisi d'écouter plutôt que d'enquêter. Je l'ai laissé parler. Je l'ai écouté me décrire des noms de lieux qu'elle n'annonçait pas clairement, des indices, des repères qu'elle ne pouvait plus vérifier. Elle insistait sur un point: ce trésor ne devait pas être source de discorde. C'était pour elle un secret pour calmer la nuit. J'ai reposé la cuillère dans la compote et j'ai hoché la tête, comme si j'acceptais une histoire de berceuse. Ce qui a changé n'est pas tant la confidence elle-même, mais le fait qu'elle soit arrivée en même temps qu'un autre mouvement. Natalia, ma sœur, n'était plus la même. Les épreuves de sa vie l'avaient usée. Elle avait perdu la stabilité qui auparavant donnait aux enfants, Emma et João, une base. Les visites sociales s'étaient multipliées. Les rapports de la crèche faisaient état de retard, de fragilité. Ce fut lent puis irréversible. La question de la garde se posa sur la table comme un plat froid qu'on n'avait pas prévu. Et là, au cœur de ce fracas personnel, la confidence d'Evelina fit office d'amplificateur. Pour elle, être grand-mère n'était pas seulement un rôle affectif, c'était une revanche. « Je sais garder », disait-elle souvent. « J'ai gardé des secrets plus lourds que des enfants. » La version officielle était simple. Natalia demandait plus de soutien. La sécurité des enfants devait primer, et il fallait évaluer lequel des membres de la famille pouvait offrir la stabilité nécessaire. Mais dans les coulisses, tout prenait l'aspect d'une querelle d'héritage préemptive. Il y avait des regards qui jaugeaient, des voisins qui chuchotaient, et une colère discrète qui grandissait chez ceux qui pensaient que l'ordre naturel des choses était d'offrir les enfants à la grand-mère expérimentée. Les commentaires sur les réseaux sociaux locaux l'ont bien montré. Il y avait des lignes divisées entre les grands-parents, c'est la tradition, et le foyer parental reste la priorité. Des journalistes locaux ont flairé l'affaire comme une pie qui trouve un objet brillant, bien avant que nous ayons imaginé le moindre plan. Je n'avais pas prévu d'être au centre de ceci. Mon ancien anonymat était une chose que j'avais entretenue pour notre paix familiale. Mais la vérité a une façon perverse de s'immiscer. Dans une réunion informelle avec l'assistante sociale, un voisin a raconté une histoire sur la juge qui habite au coin, et quelqu'un d'autre l'a transformée en article laconique sur un forum municipal. Ma nomination, bien que publique, n'avait jamais été un sujet de conversation à la maison. Ma mère avait toujours paru s'en désintéresser, comme si les honneurs ne pouvaient changer le modèle qu'elle avait d'une vie droite. Pourtant, de la bouche d'une grand-mère fière, ce passé prenait une couleur différente. Elle l'utilisait comme preuve que notre famille était qualifiée pour prendre en charge des enfants. Ma fille n'aurait pas dit oui si ce n'était pas la meilleure option,
a-t-elle dit lors d'une visite en me prenant la main devant la travailleuse sociale, comme si elle m'avait présenté comme un sot. Quand nous avons contacté Sophia Werner pour préparer la défense, Sophia est avocate, calme et tranchante. Elle a lu le dossier au petit matin, une pile de feuilles marquées de notes en marge, et elle a dit, en posant ses lunettes, « Nous devons penser d'abord aux enfants. Les tribunaux veulent savoir où est l'intérêt supérieur de l'enfant. Si la grand-mère demande la garde, nous devons prouver votre capacité à offrir stabilité et attachement. » Elle me demanda si la situation financière de Natalia avait été évaluée, si des attestations existaient, si un plan de médiation avait été tenté. Tout cela sonnait comme un vieux mécanisme. Documentation, preuves, témoins, la mécanique froide du droit familial. Je me rappelle avoir passé la nuit à écrire des chronologies, dates de scolarité, horaires des activités, photos de repas partagés, petits billets de l'école où l'on vantait la régularité de Lydia. On ne pense pas que l'amour se résume à des preuves, mais dans un tribunal, vous devez traduire l'amour en preuves tangibles. Thomas a aidé à trier les factures, à photographier la chambre d'enfant comme si elle devait figurer dans un catalogue. Nous avons préparé des lettres de voisins, des attestations de pédagogues. Mais il y avait une nuisance sourde. La confidence d'Evelina s'était transformée en argument d'autorité dans la bouche de ceux qui la soutenaient. Si elle trouvait du prestige à ma carrière passée, elle la brandissait comme une bannière. Et quelques voix commencèrent à murmurer que si ma mère soutenait la garde, alors ma fonction de magistrate me rendait suspecte d'un conflit d'intérêts, comme si avoir été juge signifiait être une manipulatrice de décision. La médiation fut prévue pour un après-midi d'automne. Nous nous sommes retrouvés dans une salle neutre, une pièce aux murs beige, une table ronde comme celle des conversations qui cherchent à être civilisées. Présente, une médiatrice, la travailleuse sociale, Natalia avec un air fatigué mais digne, Evelina en tailleur propre, et moi en jeans, parce que j'avais voulu paraître ordinaire. À côté de moi, Sophia murmurait des conseils stratégiques, me rappelant de ne pas laisser mes émotions dicter les réponses. La médiatrice a commencé par poser des questions de routine, demandant à chacun ce qu'il pensait être le meilleur intérêt des enfants, puis a proposé un calendrier de visites partagées. Evelina a pris la parole avec cette assurance que donne à certains l'âge, la conviction qu'ils ont le droit de parler fort parce qu'ils ont vécu davantage. « Je peux prendre les enfants la semaine », a-t-elle déclaré. « J'habite près de l'école, ils mangeront mieux chez moi. Ils ont besoin d'une femme qui sait garder un foyer. » Elle parlait en généralité, mais ses mots avaient le poids d'un jugement. Puis, comme si un tuyau de confession s'était ouvert, elle a ajouté, tournant son regard vers moi, « Ma fille a toujours su mieux gérer ces choses. Elle était juge. Vous savez, elle a pris des décisions qui ont sauvé des vies. Si elle me soutient, c'est parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. » C'était une phrase anodine, mais elle sonnait comme une sonnette qu'on fait tinter pour alerter la ville. J'ai senti le sang retirer sa chaleur de mes veines, et pour une seconde, j'ai éprouvé la vertigineuse sensation d'être tiré en deux directions. L'une, le besoin de protéger ma sœur et les enfants. L'autre, la peur que mon passé devienne un instrument que d'autres utiliseraient. Dans la salle, quelques regards se sont tournés vers la médiatrice, comme pour demander si cette révélation changeait la donne. Sophia a posé sa main sur mon dossier, m'a regardé et m'a murmuré « Reste calme, réponds simplement. » J'ai répondu que mon passé ne changeait rien à la capacité de la famille de prendre soin des enfants, que l'exercice professionnel antérieur n'était pas un argument pour ou contre la garde, mais un élément de biographie. Pourtant la mouche de la rumeur commençait à bourdonnailler. Quelques témoins extérieurs avaient déjà noté l'histoire. Un voisin, en sortant, posa à demi-voix. On dit que la juge... Un article anonyme surgit sur un forum local la semaine suivante, et le bruit s'est amplifié. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la confidence d'une vieille femme, racontée pour calmer son cœur, pouvait déclencher autre chose. Une curiosité publique, une convoitise, un regard d'examen sur ma vie privée. Le secret, qu'il soit vrai ou non, avait laissé une empreinte. Je l'ai tenu contre moi comme on tient une lettre troublante. Je savais qu'il fallait en parler avec prudence, et en même temps je ressentais la peur sourde que cette histoire ouvre des plaies anciennes. J'ai compris avec une lucidité douloureuse que la seule façon de protéger ceux que j'aimais était de transformer la vulnérabilité en transparence quand il le faudrait. Mais pour l'instant, nous étions au seuil d'une tempête.
La médiation s'est terminée sur une proposition de calendrier et une requête formelle. Faire des évaluations complémentaires, obtenir des rapports scolaires et organiser une audience, si le consensus n'était pas trouvé. Sur le pas de la porte, Evelina me prit la main avec une force surprenante et me dit « Tu es forte, ma fille. » C'était peut-être une tentative d'excuse tardive, ou bien une manière de m'armer. Je n'ai pas cherché à disséquer le geste. J'ai répondu d'une voix qui voulait être égale. « Je veux juste que les enfants soient bien. » Elle hocha la tête, puis, à voix plus basse, comme si elle revenait à l'histoire qu'elle chérissait. « Et au fait, si un jour tu veux savoir, je peux te dire ce que je sais. » Ce « si un jour » planait entre nous comme un pacte vague. Quand nous sommes sortis, la rue semblait plus bruyante. Les gens marchaient vite, ayant des destinations simples. Et moi, je portais avec moi le poids d'une confidence et la responsabilité d'une famille dont la fragilité venait d'être mise à nu. Je n'avais aucune idée alors de l'ampleur que prendrait la chose, ni des vagues que cette petite pierre allait soulever. Je savais seulement une chose. Que le passé, même caché, sait surtout comment revenir quand on pense l'avoir rangé pour toujours dans un tiroir. Dites en commentaire d'où vous regardez. Ce soir-là, dans la cuisine, Thomas a posé son bras sur mes épaules et m'a demandé si je voulais qu'il contacte un journaliste pour calmer les rumeurs. Je risquais, mais non, ce n'était pas le moment d'affronter les curieux. Nous avons convenu de garder la stratégie simple. Se concentrer sur le bien-être des enfants, coopérer avec les instances, et laisser la loi trouver son chemin. Toutefois, derrière cette apparente simplicité, il y avait des décisions complexes à prendre. Qui témoignerait en notre faveur? Quelle image allions-nous construire devant l'assistante sociale? Et surtout, comment allions-nous gérer la manœuvre inattendue d'une mère qui, du haut de ses maladresses, pouvait à tout moment déclencher une cascade plus dangereuse encore? Les jours suivants ont été une succession de petites batailles. Nous avons rassemblé des bulletins scolaires, des attestations de la pédiatre, des lettres de voisins, des photos de routine, bindinés lecture, qui, mis bout à bout, formaient une sorte de testament domestique. Sophia a insisté pour que chaque élément ait une date, un témoin, une cohérence. Le tribunal n'achète pas l'amour, m'a-t-elle dit une après-midi en triant des dossiers sur la table du salon. Il achète des preuves qu'un enfant a un réseau stable. L'amour, nous le racontons à travers des preuves. Cette phrase, froide mais utile, m'a frappé comme un adage qu'on m'avait appris au palais de justice. En droit familial, l'affect n'existe que s'il se matérialise. Et puis il y a eu l'incident de la voisine, celui qui a allumé l'étincelle. Un article local, rédigé sans grand art, reprit la confidence d'une voisine qui avait entendu Evelina évoquer un trésor. L'article titrait sur l'existence d'une histoire intrigante, liée à un passé trouble, et mentionnait en passant que la fille d'Evelina avait été juge. Le lendemain, un responsable d'une association de protection de l'enfance a appelé pour proposer son aide, et un avocat de la partie adverse, Ricardo Arle, a commencé à frotter ses mains en nous envoyant un mail plus formel. L'envoi d'un mail peut ressembler à un geste anodin. Dans notre cas, il avait le goût du premier jet d'une bataille. Je me suis réveillé une nuit, incapable de dormir, repensant à la petite Louina qui changeait de nappe pour éviter la critique. J'ai compris enfin que j'avais porté trop longtemps le désir d'approbation comme un coffre lourd. La confiance que je cherchais n'était pas un trophée à exhiber. Elle était une relation à construire, parfois avec des personnes qui n'avaient pas les outils pour la rendre. La loi pouvait décider d'une garde, mais elle ne pouvait pas ordonner l'amour. Et si cet or qu'Evelina évoquait était pour elle autre chose, une métaphore du passé gardé, de secrets enfouis, alors toutes nos démarches juridiques n'étaient que des tentatives de faire briller une richesse qui n'était peut-être que de la poussière. Pourtant, même en sachant cela, le monde exigeait des gestes concrets. Nous nous préparions à une audience potentielle. Les rapports de l'assistante sociale allaient être décisifs. La médiation n'avait pas résolu le cœur du problème. L'ombre de la réputation publique planait désormais sur tout. Si la rumeur se transformait en chronique, si le tribunal s'enlisait dans des interrogations sur l'influence d'une ancienne juge, notre combat prendrait une forme nouvelle et plus dangereuse. Mais en même temps, je sentais une énergie curieuse se lever. Cesser de fuir ma vérité, l'affronter avec délicatesse, pouvait être précisément le chemin qui mènerait à la réparation. Je ne savais pas encore comment l'amour et le droit allèrent se concilier.
Mais je savais que je devais choisir. Rester silencieuse et laisser d'autres écrire l'histoire, ou parler et reprendre la plume. La suite allait nous mettre à l'épreuve. La suite allait nous mettre à l'épreuve. Les semaines qui suivirent se déroulèrent comme une série d'éclairs et de silences. Il y avait des moments de travail intense, réunions avec Sophia, courriels, appels, et des moments d'attente épaisse, où le téléphone demeurait silencieux et la maison semblait retenir son souffle. Les rumeurs ne mouraient pas vite. Elles se reformulaient, prenaient des accents nouveaux, revenaient plus affûtés. Parfois j'avais l'impression de voir mon visage reflété dans la vitre du salon, plus vieux, plus tendu, et d'entendre derrière moi la petite fille qui attendait encore un signe d'approbation. Sophia travaillait sans relâche. Elle aimait la clarté et la procédure. Elle aimait transformer l'affect en pièces. Nous avions établi un plan en plusieurs volets. Rassembler des preuves d'attachement parental, documenter la stabilité du foyer, solliciter des rapports favorables de la pédiatre et de l'école, obtenir des déclarations d'amitié et de voisinage. Elle me rappelait souvent, d'une voix posée, « Il faut que nous racontions cette histoire comme un récit cohérent. Le tribunal n'est pas un tribunal des secrets. Il est un lieu où l'on évalue l'avenir d'enfants. » Chaque phrase de Sophia me ramenait à l'essentiel, mais elle n'enlevait rien à la douleur d'être observée. Ricardo Harle n'attendit pas pour jouer son rôle. Ses courriels étaient polis, ses formulations affûtées. Il évoquait des questions de réseau familial, de capacité de garde. Mais la manière dont il reformulait mes choix de vie laissait transparaître une stratégie. Rendre suspect ce qui était autrefois une posture honorable. Il envoyait des demandes d'informations aux institutions, posait des questions précises sur mes revenus, sur la nature exacte de mon départ du tribunal. Dans un envoi plus incisif, il demanda une audition préliminaire pour évaluer la pertinence d'une demande de garde par la grand-mère. C'était une tentative claire de déplacer le débat sur le terrain de la compétition d'autorité familiale. Les journalistes locaux, attirés par le côté pittoresque de l'affaire, une vieille dame qui parle d'un trésor, et la fille qui, autrefois, portait la robe noire d'un juge, cherchaient l'angle qui attirerait le clic. J'avais refusé les entretiens. Thomas me soutenait dans ce choix. Il savait que je ne voulais pas transformer la vie de nos enfants en spectacle. Mais refuser n'empêchait pas que certains voisins commentent, que des impressions se solidifient, que des voix anonymes racontent des détails exagérés. Tout ceci alimentait la danse fragile entre réputation et vérité. Un matin, le rapport de l'assistante sociale arriva. Il était long, factuel, mesuré. L'assistante avait rencontré Natalia, évalué le foyer de la mère biologique, observé les enfants à la crèche, parlé avec la directrice et avec des voisins. Son évaluation faisait apparaître des fragilités dans la situation de Natalia, des épisodes de stress importants, des aides sociales fluctuantes, des périodes où l'organisation domestique déraillait. Mais elle notait aussi la relation affective forte entre la mère et ses enfants. Les observations montrèrent des moments d'attachement authentiques, des jeux complices, une routine quotidienne malgré les difficultés. L'assistante sociale recommandait une intervention supportée par des professionnels, un plan parental avec un accompagnement renforcé, mais elle n'excluait pas non plus une mesure de protection si la situation empirait. Pour le tribunal, ces nuances étaient importantes. Il ne s'agissait pas de séparer par principe mais d'assurer le bien-être des enfants. Nous envoyâmes nos pièces. Sophia fit reluire chaque document comme on polit un fragment de vérité. Certificat, attestation de la pédiatre, photo avec date, planning bien rempli. Elle rédigea aussi une note stratégique exposant notre position. La priorité devait être le maintien du lien avec la mère biologique, avec un accompagnement si nécessaire, et l'intégration progressive de la grand-mère par des visites régulières, plutôt qu'une séparation brutale. Ce fut l'angle que nous voulûmes défendre avec force. Mais la question publique persistait. Qui avait le meilleur droit moral d'élever ses enfants? Les débats, souvent, n'étaient que des déguisements d'émotions anciennes. Pour Evelina, c'était une revanche sur l'absence de reconnaissance qu'elle avait ressentie toute sa vie. Pour certains voisins, résister au changement revenait à préserver une tradition. Pour moi, tout était question de priorités concrètes. La stabilité éducative, la continuité affective, la capacité à accompagner les enfants vers une vie sereine. L'audience fut fixée. Nous savions qu'elle ne serait pas une simple formalité. Sophia me répéta
Tu peux t'adresser au juge si tu en sens le besoin, mais évitons l'agressivité. Sois authentique. J'éprouvais la sensation familière d'entrer dans une arène. J'avais déjà plaidé, déjà sacrifié des nuits à écrire des motifs. Maintenant, je devais être face au tribunal, une personne qui avouait avoir porté des secrets et qui souhaitait que tout cela n'empêche pas 2 enfants d'avoir une maison. Le matin de l'audience, je fis le geste presque rituel de toujours. Je mis un vêtement simple, ni trop formel, ni trop relâché. Thomas me regarda, me prit la main et dit « Ce soir, peu importe le résultat, nous reviendrons chez nous et nous protégerons ces enfants. » Je lui rendis son regard, reconnaissante pour cette constance. Dans la voiture, Lydia s'était endormie contre sa joue. Voir son souffle régulier me donna la force d'avancer. La salle d'audience était froide et solennelle, mais avec une humanité sous la surface. Le juge Morgana Thompson présidait l'instance. Morgana avait la réputation d'être ferme mais juste, attentive aux détails. Elle me surprit par sa manière simple de parler, sans emphase. Elle posa les règles, rappela que l'objectif principal était le bien-être des enfants, et demanda des exposés succincts des parties. Ricardo Harle plaida d'abord pour l'avancée d'une solution, où la grand-mère serait considérée comme candidate sérieuse à la garde, en mettant en avant l'expérience et la proximité avec l'école. Il argua que la fragilité maternelle de Natalia nécessitait un environnement plus stable, et que la grand-mère, par son âge et son rôle, offrait cette stabilité. Sofia répondit avec précision. Elle développa notre plan d'accompagnement familial, montra les preuves de notre capacité parentale, et insista sur le principe que la solution cherchée par le droit de la famille n'est pas la sanction mais l'équilibre. Elle demanda que la mesure, si elle devait être prise, soit temporaire et liée à un plan de soutien parental. Puis la parole fut mise à disposition des témoins. L'assistante sociale compara en détail ses observations. Elle expliqua avec une neutralité professionnelle que Natalia aimait ses enfants et que sa relation avec eux était solide, mais que sa vulnérabilité nécessitait un accompagnement. La magistrate la questionna, cherchant des précisions sur la nature des aides proposées. Le témoignage fut factuel, nuançant l'idée d'un remplacement radical. Pour le tribunal, ces voix extérieures portaient un poids particulier. Puis, vint le moment où on m'appela à la barre. Mes mains étaient en calme, mais ma voix trahissait un fragment de nervosité. Je dis la vérité simplement. J'expliquais mon parcours, mes raisons d'avoir dissimulé ma nomination à la mère, les conflits intimes qui m'avaient poussé à garder une part de triomphe pour moi seul. J'expliquais pourquoi j'avais opté pour la discrétion, et comment, après et malgré cela, j'avais fondé une famille et décidé de me consacrer aux soins des personnes âgées. Je sentis les regards, parfois incrédules, parfois compatissants. J'acceptais d'entendre des questions qui, jadis, j'avais posées moi-même à d'autres. Ricardo Harle tenta une manœuvre. Il chercha à laisser entendre que mon passé de juge signifierait une pression sur le processus, qu'il y avait un risque de conflit d'intérêt moral. Je le regardais, et j'avoue avoir senti une colère sourde. Mais je répondis avec la même mesure que j'avais adoptée dans ma vie professionnelle. J'expliquais ma transparence, mon absence d'intention de peser, ma décision de m'écarter du rôle public, et je rappelais que la loi vise à protéger, pas à stigmatiser. Sofia compléta en montrant des certificats attestant mon retrait volontaire des listes d'attribution de certaines affaires, et un document administratif confirmant mon mutation et mon départ volontaire. La tension monta quand au milieu des témoignages, l'avocat adverse fit entrer un élément supplémentaire. Il produisit un extrait d'un article local, parlant de la rumeur d'un trésor, et la reliant à ma famille. Un murmure parcourut la salle. Ricardo tenta d'utiliser la confidence d'Evelina pour laisser planer le doute. Si une légende familiale pouvait amener des regards extérieurs, qui dirait que d'autres intérêts, économiques, médiatiques, ne viendraient pas perturber l'équilibre des enfants? C'était une insinuation. La juge Morgana leva un sourcil et demanda des précisions sur le lien réel entre ces rumeurs et la question de garde. Elle eut cette manière rare de ramener la conversation à l'essentiel. L'enjeu ici n'est pas une légende, c'est le quotidien d'enfants. Sa voix calma la tempête. Et puis, de façon inattendue, Evelina prit la parole. Nous avions convenu qu'elle ne participerait pas activement, qu'elle resterait une présence discrète. Mais sa main tremblante la trahit. Peut-être avait-elle reçu la nouvelle d'une manière qui lui imposait d'intervenir. Elle se leva et, d'une voix cassée par l'âge,
Elle raconta à son tour la confidence. La façon dont elle, jeune, avait entendu des murmures d'après-guerre. La façon dont cette histoire, qu'elle présenta clairement comme une rumeur familiale, et non comme une certitude, l'avait apaisée. Elle termina en avouant que si elle avait parlé, c'était par nostalgie et par besoin de sentir encore qu'on la considérait. Son regard se posa sur moi, et pour la première fois de toute l'instance, je vis chez elle quelque chose qui ressemblait à la peur. Elle dit « Je voulais juste calmer mes nuits. Je n'ai jamais voulu blesser personne. » Ce moment fut étrange. La salle avait cessé d'être un lieu d'argument pour devenir un espace humain. Il y eut une suspension, puis la juge prit la parole, non pour réprimander la vieille dame, mais pour recadrer les enjeux. Elle parla de l'intérêt supérieur des enfants, de la nécessité de solutions temporaires et graduées, et surtout de l'importance de maintenir les liens familiaux. Sa décision partagée à l'oral après une courte délibération fut mesurée. Le tribunal prit en compte les rapports et la volonté générale de maintenir la mère dans sa fonction principale, ordonna un plan de soutien parental renforcé pour Natalia, incluant des visites à domicile et un suivi psychologique. La grand-mère obtiendrait des droits de visite réguliers et la possibilité d'assurer des gardes ponctuelles sous réserve d'évaluation. La garde définitive fut maintenue au foyer parental, avec un soutien accru. Le juge précisa aussi la nécessité d'une médiation suivie, afin de calmer les tensions et d'établir un calendrier stable pour les enfants. Je ne vous cacherai pas que l'annonce provoqua en moi un mélange d'émotions, un soulagement immense. Les enfants resteraient auprès de leur mère, et une fatigue profonde. Ce n'était pas une victoire spectaculaire, mais une décision qui mettait en lumière l'idée la plus simple et la plus juste. La priorité toujours. Ce sont eux. Ricardo, visiblement frustré, laissa échapper une remarque sèche, mais la magistrate l'interrompit rappelant que le cours de justice n'était pas une arène de triomphe politique. Après l'audience, dans le hall, la tension se relâcha comme un muscle qu'on desserre. Des amis, des collègues, des voisins vinrent nous serrer les mains. Certains yeux étaient en mouillés. Nous eûmes des poignées d'affection de personnes que je n'attendais pas. La presse fit quelques commentaires, mais rien d'excessif. Les semaines suivantes furent remplies de rendez-vous avec des intervenants sociaux, de séances de thérapie familiale pour Natalia, et d'un commencement lent mais visible de reconstruction. Le plan ordonné par le tribunal fut mis en place, visite régulière de l'assistante sociale, séance de parentalité, contrôle et une médiation encadrée. Quelques jours après le jugement, nous prîmes la décision de demander, en accord avec l'assistante sociale, un accueil progressif des enfants chez nous pendant quelques jours hebdomadaires, afin d'alléger la charge et d'offrir à Natalia le temps nécessaire pour se stabiliser. Le premier après-midi où Emma et Joan furent chez nous, la maison sembla se remplir d'une musique oubliée. Les rituels furent simples. Goûter à 4, lecture de livres aux images fortes, une bataille de coussins qui fit éclater de rire Lydia. Les gestes furent maladroits, puis de plus en plus naturels. Joan se blottit contre Thomas pour regarder un film. Emma prit ma main et la serra comme si elle voulait s'assurer que je ne m'en irais pas. Ces petites preuves d'attachement s'empilaient, silencieuses et puissantes. La nuit, quand ils furent accouchés, Lydia s'endormit avec la joue contre la mienne. Je ressentis une reconnaissance qui allait au-delà du juridique. Nous dînâmes en silence, comblés mais conscients du chemin restait à parcourir. Ce n'était pas tant la décision du tribunal qui m'avait transformé, que la répétition quotidienne d'actes de soins, qui me donnait l'assurance que nous pourrions y arriver. Quant à la vieille histoire du trésor, elle se mua dans notre famille en une sorte de légende domestique. Evelina, touchée par l'événement, sembla s'effriter un peu moins dans ses certitudes. Un après-midi sur la véranda, alors que le soleil déclinait et la lumière tirait des fils d'or sur la pelouse, elle me tendit une petite boîte en métal, couverte de poussière. Elle l'avait gardée longtemps dans un tiroir, m'expliqua-t-elle. C'était une boîte qui appartenait à mon père, une chose modeste. Je l'ouvris avec une réserve curieuse. À l'intérieur, des lettres, quelques tickets de train aux bords usés et un petit carnet d'adresses. Pas d'or, pas d'objet de richesse matérielle. Mais les lettres, recopiées à la main, déployaient une tendresse rare. Des notes sur des prêts d'argent jamais récupérés, sur des dettes réglées par un repas partagé, sur des moments où mon père préférait prêter de l'argent à un voisin qu'à s'offrir un luxe.
Il y avait des phrases qui atteignirent mon cœur par leur humilité. Ce qui compte, c'est que la table soit pleine, et que personne n'ait froid. Dans une écriture serrée, il avait répertorié des actes de générosité, des nombres minuscules de ce qu'il appelait « compte de cœur ». Evelina accompagna sa remise d'un aveu. Je parlais de trésors, parce que c'était plus facile. Je n'ai jamais su garder autre chose que des histoires. Elle baissa la tête et sa voix était simple. Je confondais le trésor et la chose qui fait tenir. Je voulais prouver que nous avions quelque chose de précieux. Je compris alors qu'elle avait toujours fonctionné avec un besoin constant de possession symbolique, des preuves tangibles d'un statut, d'une valeur, parce que c'était ainsi qu'elle se sentait respectée. Mais ces objets matériels n'avaient jamais été le vrai noyau. Le trésor dont elle parlait était peut-être l'illusion d'une sécurité immuable. En me donnant la boîte, elle me donnait autre chose. Un petit pacte silencieux, qui disait qu'elle acceptait de transformer sa façon d'éprouver la valeur des choses. Les jours qui suivirent la remise de la boîte, nous entamâmes timidement un travail de réparation. Nous allions prendre un café sur la véranda, parfois deux, et parfois elle n'avait rien à dire. Ce silence, au départ impossible, devint un terrain sur lequel se reconstruire. Nous parlions de choses simples, la météo, les fleurs du jardin, des recettes oubliées. Elle me regarda un matin et sans l'insistance dramatique d'autrefois prononça « Tu as bien fait de garder certaines choses pour toi ». Ce n'était pas une déclaration éclatante de fierté, mais c'était une reconnaissance, timide et réelle. Natalia, de son côté, commença à se stabiliser. Les séances de suivi lui donnèrent des outils. Parfois elle se montrait émotive à la maison, parfois elle avait des jours sombres. Nous apprîmes à pratiquer la patience active. Lydia, Emma et Joan établirent des rituels de fraternité naissants. Une chanson avant le coucher, un mot glissé sous l'oreiller pour l'autre, des batailles de couverts à la table du petit déjeuner. Ces gestes étaient minuscules mais capitales. Ils tissaient ce qui au tribunal ne peut être ordonné, l'attachement. Il y eut aussi des moments difficiles. Des commentaires blessants revenaient, des regards qui jugeaient. Ricardo tenta encore quelques manœuvres procédurales, mais les bases du plan ordonné par la juridiction tenaient. Chaque fois que l'on sentait une montée de tension, nous rappelions la règle simple que Morgana prononça ce jour-là. Tout ce qui importait était le bien-être des enfants. Cette phrase devint notre mantra discret. La guérison, je l'appris, n'est pas une ligne mais un tissage. On remet des fils à leur place. Parfois un fil casse, et il faut le recoudre. Parfois on découvre des nœuds profondément anciens. À la maison, nous répétions des actes de soin. J'ai appris à accepter que ma force ne soit pas l'absence de faiblesse, mais la capacité à revenir. Je cessais de mesurer ma valeur à travers l'approbation d'une mère, qui de toute façon, mesurerait à sa façon. Je me donnais le droit de considérer mes propres accomplissements comme suffisants. Un après-midi, alors que la pluie tambourinait doucement sur la marquise, Evelina s'approcha et me tendit un cahier jauni. Elle le tenait comme si c'était un objet fragile. « C'est son journal », dit-elle en désignant le cahier. « Ton père écrivait dedans quand il était plus jeune. » J'ouvris les pages et découvris des fragments de vie, des impressions sur des petits métiers, des portraits du voisinage, quelques lignes sur moi, sur mon premier dessin d'enfant qu'il qualifiait de « pays trop grand pour une personne si petite ». Il y avait une page où il écrivait, je cite de mémoire, « Chérir, ce n'est pas accumuler des choses, c'est créer des habitudes qui permettent à l'autre de respirer. » Je lus et sentis mes yeux s'imbiber d'une émotion douce. Ces phrases, héritage discret, valaient plus que 1000 déclarations d'orgueil. Elles remettaient le vocabulaire familial à sa place. Ce n'est pas que les rancunes s'évanouirent d'un coup. Il y eut des échanges parfois tranchants. Nous avions toutes sortes de conversations qui faisaient remonter des souvenirs bruts. Mais une chose changea. Le lieu des paroles. Elle ne servait plus à frapper mais à raconter. Evelina commença à placer des bouts de souvenirs, non pas pour vérifier si j'avais réussi, mais pour partager la mémoire de nos vies. Elle me demanda un jour de l'aider à trier des photos. Nous regardâmes des visages qui nous avaient précédés, des fêtes où tout semblait plus lumineux. À la fin de la journée, elle ne me fit pas d'éloge grandiose. Elle me sourit, et ce sourire, simple, dit plus que n'importe quelle validation publique. Avec le temps, la confiance reconstructrice s'installa doucement. Les enfants s'attachèrent à notre maison.
Lydia trouva en Emma une compagne de dessin. João se fit confier le soin de nourrir un petit oiseau blessé qu'on avait accueilli ensemble. Des gestes minuscules, qui prennent leur valeur avec l'habitude. Nous eûmes des soirées, où l'on se confessait des maladresses et des peurs. Nous avions aussi des rires assez forts pour nettoyer la poussière des jours âpres. Un soir, alors qu'ils dormaient tous, je me surpris à penser que peut-être le véritable trésor avait toujours été là. La répétition fidèle d'actes qui disent « je reste ». Je repense parfois à la confidence originelle. La vieille dame qui m'a dit où elle croyait que l'or était caché. La manière dont cet énoncé, lancé comme une bouée de nuit, avait fait surgir des vagues inattendues. Ce qui est fascinant, c'est comment un récit peut agir comme un révélateur. Il met à nu ce qui était déjà là, sous la surface. Dans notre cas, la confidence fut lessivée. Elle révéla des fissures, déclencha des peurs, mais elle permit également une mise à l'épreuve nécessaire. Peut-être que sans cette pierre jetée dans l'eau, nous n'aurions jamais su jusqu'où nos liens étaient érodés. Je garde la boîte et le cahier du père dans mon tiroir. Parfois, j'ouvre le carnet et je relis des phrases qui me touchent comme une main sur l'épaule. Je me surprends à raconter l'histoire du trésor aux enfants d'une manière qui n'en fait pas un mythe à rechercher, mais une fable sur ce que nous croyons précieux. Je leur dis que les trésors prennent parfois la forme de personnes qui restent, de repas partagés, de rires que l'on collectionne. Ils aiment cette version, parce qu'elle met l'accent sur des choses qu'ils peuvent toucher. Aujourd'hui, si l'on me demande ce que j'ai perdu et ce que j'ai gagné, je réponds sans phare. J'ai perdu une certaine illusion d'approbation, mais j'ai gagné une vraie assise. J'ai compris que l'estime que je cherchais à l'extérieur pouvait, en partie, se reconstituer par ces gestes qui ne brillent pas à la une, mais qui tiennent les jours. J'ai appris que la justice, quand elle fonctionne, cherche à ménager les vies plutôt qu'à les casser, et que la vérité dévoilée peut parfois penser autant qu'elle expose. J'ai aussi compris qu'un secret, même un secret de vieille dame parlant de trésors, peut se transformer en instrument relationnel, si on sait le prendre comme une invitation à parler, et non comme une preuve. La relation avec Evelina n'est pas devenue idéale. Il reste des aspérités, des phrases qui font remonter des colères passées. Mais il y a désormais des rendez-vous. Nous faisons des courses ensemble, nous parlons du film que nous avons vu, nous boutonnons les manteaux l'une pour l'autre quand il fait froid. Elle commence à m'appeler par mon prénom d'enfant de temps en temps, et ces rares usages sont comme des petits cadeaux. Elle m'a dit, un soir, en me regardant, « Tu es suffisante ». Ce n'est pas un grand discours, c'est presque une note qu'elle a posée au milieu d'une conversation prosaïque. Mais pour moi, c'était un aval enfin posé, où je pouvais m'appuyer. Et la question du trésor? Elle persiste dans la mémoire familiale comme une anecdote que l'on sort à une table quand on veut inviter la conversation. Parfois on en rit. Parfois on l'interroge de manière plus sérieuse, mais toujours en rappelant la prudence. Ce n'était jamais une certitude, c'était une confidence, une façon de calmer la nuit d'une vieille femme. Nous avons choisi, collectivement, de ne pas faire de chasse au trésor. Il n'y avait rien à prouver qui vaille la peine de fracturer une famille. Les vraies richesses, après tout, ne sont pas souterraines. Elles sont visibles dans les plats partagés, dans les épaules qui portent, dans le temps donné aux autres. Je raconte tout ceci parce que parfois l'on croit que la justice est une arme froide, et que les tribunaux résolvent tout. Or, la justice n'éteint pas la douleur. Elle la cadre. Elle rend possible que la vie reprenne son cours. Mais ce sont les personnes qui, au quotidien, décident de réparer. J'ai choisi, après l'audience, de rester présente pour ma famille, pour ces enfants qui ont besoin de repères, et pour une mère qui, malgré tout, reste ma mère. J'ai accepté d'entendre ces maladresses comme des appels, ces critiques comme des blessures anciennes, et j'ai porté mes propres limites avec franchise. Si je devais résumer ce qui changea vraiment, je dirais que j'ai compris que l'approbation dont je rêvais ne reviendrait pas sous la forme spectaculaire d'un bravo public. Elle reviendrait par des échanges petits, constants, parfois invisibles. Elle reviendrait par la répétition des gestes. Et j'ai appris, surtout, que je suis suffisante pour mes enfants, pour mon mari, et pour moi-même. La vieille femme me confia ce secret dans un après-midi de lumière pâle. Et cette confession fit vaciller des choses. Mais elle fit aussi tenir des choses ensemble. Ainsi va la vie.
Les mots que l'on croit anodins peuvent ouvrir des chantiers d'intimité et déclencher des réparations. Nous avons choisi, après les éclats, d'habiter la paix fragile d'une famille recomposée, avec ses fragilités et ses ressources. Si cette histoire vous touche, si vous avez vous-même connu un moment où un secret a tout changé, dites-le en commentaire, d'où que vous regardiez. Partagez ce récit, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un à comprendre qu'il existe des chemins non violents pour réparer. Et si vous voulez suivre d'autres histoires semblables, sur la famille, le droit et la résilience, abonnez-vous. Pour moi, la leçon est simple et tenace. Le véritable trésor n'était pas une valise enfouie ou des pièces d'or. Il était là, dans des gestes que quelqu'un a répétés, dans des mots écrits au creux d'un carnet, dans des nuits où l'on a choisi de rester. Accompagnatrice de personnes âgées, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Certaines parlent d'or, d'autres de pauvreté, mais toutes, toujours, parlent d'amour et de réparation. Et parfois, une confidence improbable suffit à nous rappeler que la vraie richesse tient dans la constance des présences.